avec Dr Sadebosy pour que ça puisse être fluide. Et comme vous avez beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à annoncer pour que ça aille le plus vite possible. Alors, l'ophtalmologie, c'est assez simple, c'est assez reposant à réviser parce qu'il n'y a qu'une vingtaine d'items et c'est tout assez facile à faire rapidement. Depuis qu'il y a les ECN informatiques, il y a beaucoup plus de questions uniques. Excusez-moi. Oui. En fait, on était censé avoir un petit mot de la part de Marie-Christine et vu le chat, tout le monde a envie de lui parler peut-être 2-3 minutes avant de poursuivre. Je vous en prie. Merci. Bien, merci Adélaïde. Bonjour à tous. Bon, j'étais en train de vous mettre un petit mot dans le chat. Voilà, donc c'est un petit mot de soutien, comme la dernière fois. J'aimerais bien aussi qu'on trouve ensemble un créneau avant vos ECN. Donc, je laisse Xavier éventuellement voir avec vous si on peut se faire un quart d'heure ou une demi-heure un soir. Parce que demain et après-demain, je suis aux Échos à Jussieu, donc malheureusement, je ne pourrai pas me connecter demain matin. Je voulais aussi vous annoncer la réunion post-ECN qu'on fait chaque année. Donc là, malheureusement, ça ne sera pas en présentiel, ça sera encore en Zoom et ça sera le 17 vers 11h du matin ou midi, si vous préférez. C'est là où vous posez toutes vos questions sur qu'est-ce qui se passe à partir du 17 juin. Vous pourrez poser toutes vos questions sur les résultats, etc. Je vais aussi, juste à ce moment-là, ou peut-être un petit peu avant, vous mettre dans un drive le PowerPoint qui sera à jour et aussi tous les contacts des internes qui sont à Paris en province. Comme ça, vous pourrez les joindre, les anciens de Paris 6, vous pourrez les joindre pour leur poser des questions sur les DES, tout ça pendant l'été. Donc, il y aura le PowerPoint aussi avec toutes les informations administratives pour vos inscriptions et tout ça. Et donc, le 17, on fera cette petite réunion qui sera déjà un petit Zoom. Et je vous dirai le 17 si on organise éventuellement peut-être en fin d'après-midi quelque chose, mais ça sera en extérieur de toute façon, en fonction du temps. Et c'est pour ça que j'aimerais bien vous parler plus tranquillement avant, parce que là, vous allez prendre un petit peu trop de retard sur les topos. Donc, je laisse Xavier, Corentin, par exemple, voir avec vous s'il y a un soir de la semaine prochaine, si vous voulez, en fin de journée. Est-ce que ça vous convient? OK, on fait comme ça? Bon, notez bien quand même déjà le 17 juin, 11h ou midi, parce que ça, c'est important pour vos questions, pour pas qu'il y ait des bugs après. Et puis, de toute façon, on se refait un petit point la semaine prochaine, quand vous voulez. Voilà, bon courage, bon courage pour la fin du tour de révision qui est très appréciable et très, très bénéfique pour vous. Travaillez bien, tranquillement, régulièrement, ne vous fatiguez pas, ne vous stressez pas. En tout cas, je pense bien à vous et je vous envoie plein de soutien et plein d'énergie positive. Voilà, bon courage et merci à tous les intervenants qui arrivent. À bientôt. Très bonne journée. À bientôt. Adélaïde, votre micro est coupé. Merci beaucoup, Marie-Christine. Est-ce que tout le monde a pu faire une petite pause pour aller boire ou j'attends encore 2 minutes? J'attends 2 minutes, on reprend à 13h20? À 11h20, pardon. Il est déjà 20. On est prêt, parfait. Bon, le but du jeu, c'est surtout de vous dire que vous connaissez déjà tout et il faut juste vous remémorer ce qui se passe. Si jamais vous avez besoin de chercher des photos qui tombent, voici des sites où vous pouvez aller pour trouver un peu des mines d'or sur vos dernières questions. L'ophtalmologie, c'est très simple, il faut toujours partir de l'anatomie. Si vous avez l'anatomie en tête, et ben, vous réussirez tout à chaque fois. Pour avoir une image nette,
il faut que l'œil intègre l'image et ensuite ça aille au cerveau. Donc, s'il y a un souci sur l'image, il faut savoir à quel endroit est-ce qu'il y a un problème. Est-ce que c'est avant, par exemple, des médicaments ou des choses qui empêchent de voir l'image comme des lunettes, ou est-ce que c'est un problème de cornée, de cristallin, de rétine, de nerf optique ou de cerveau? Si dans vos têtes, vous faites tout des étapes une par une, vous ne trouverez jamais. Alors, l'angle iridocornéen, c'est assez important à savoir pour le cours. Le corps ciliaire fabrique les nerfs aqueuses qui passe sous la pupille et va être évacué dans l'angle iridocornéen. Un petit point sur le corps ciliaire. Le corps ciliaire comprend le process ciliaire, ou un ciliaire qui permet de fixer le cristallin, et le muscle ciliaire qui permet de faire l'accommodation. Voici ça, c'est le cheminement de lumière aqueuse dans l'œil lorsqu'elle est synthétisée. Et un petit point rapide sur la vascularisation de l'œil. Vous avez la carotide interne qui donne l'artère ophtalmique, qui va ensuite faire l'artère centrale de la rétine. L'artère centrale de la rétine est à l'intérieur même du nerf optique et va ensuite vasculariser la rétine. Une artère rétinienne va donner une veine rétinienne. La veine rétinienne va faire le même chemin, dans l'autre sens. Il y a des branches qui vont vasculariser la partie, les muscles et la choroïde, ce sont les artères ciliaires postérieures. Quand vous avez une occlusion de la tête du nerf optique dans une noga, ça se passe à cet endroit-là. C'est vraiment la tête du nerf optique qui se obstrue. Et si vous avez une occlusion de l'artère centrale de la rétine, aucun vaisseau rétinien ne sera vascularisé. Vous aurez juste la vascularisation de la macula qui se fera par les vaisseaux choroïdiens. Quand vous faites l'examen de votre patient à la lampe à fente, c'est ça, c'est un énorme microscope. Ça permet de voir toutes les structures visuelles. Donc, il y a des faisceaux lumineux qui se projettent sur la cornée, sur l'iris ou au niveau de la pupille, c'est le cristallin que vous voyez. Pour faire le fond d'œil, vous pouvez faire soit l'ophtalmoscope direct, c'est un petit bâtonnet qui envoie de la lumière, qui permet de regarder l'intérieur de l'œil. On voit l'image non inversée, sans contact, mais il faut se rapprocher de façon tellement proche que c'est comme si on faisait un bisou au patient. On peut voir le nerf optique, c'est très pratique pour les urgentistes pour chercher un œdème papillaire. En consultation, généralement, on fait une ophtalmoscopie indirecte et on utilise une petite lentille qu'on met entre l'œil du patient et avec la lampe à fente, on peut voir toute la rétine, le nerf optique et tous les détails de rétinien. Si vous voulez même aller plus loin, vous pouvez poser directement sur l'œil un verre contact, par exemple le verre à 3 miroirs, qui permet de vérifier, par exemple sous l'iris, est-ce qu'il y a une déchirure de la rétine, ou qui peut, suivant des petits miroirs, voir l'angle iridocornéen. Sur le fond d'œil, un petit rappel rapide, ça c'est, vous avez vos nerfs optiques, les vaisseaux rétiniens avec les artères et les veines qui partent des nerfs optiques, et la macula, c'est toujours un peu plus sombre. Sur l'œil droit et sur l'œil gauche, si vous ne savez pas comment vous différencier, vous pouvez dessiner un D ou un G en passant par le nerf optique et la macula. Tous les examens à faire en ophtalmologie, alors vous avez l'OCT qui permet de faire des images de la rétine. Vous voyez toutes les couches, les 9 couches de la rétine comme si vous le voyez la rétine au microscope. C'est de façon reproductive, on peut le faire tous les jours sans avoir enlevé la rétine à la au microscope. Et on peut voir la macula qui a toujours cet aspect de volcan inversé ou les nerfs optiques. Dans les champs visuels, il y a deux types de champs visuels. Il y a le champ visuel Goldman cinétique, où c'est une orthoptiste qui envoie une lumière et qui écrit ce que voit le patient. Le patient, donc, ça fait des tracés comme ça sur une feuille. La tache noire, c'est pas un scrutoma, c'est la tache aveugle, c'est l'endroit où sort le nerf optique, et tous les endroits où le patient décrit qu'il voit bien. La tache aveugle de l'œil gauche est à gauche, la tache aveugle de l'œil droit est à droite. Vous avez aussi l'autre champ visuel, c'est le champ visuel automatique, avec deux marques, soit le Humphrey, soit l'Octopus, et c'est la machine qui dit si le patient voit bien ou pas. Vous avez toujours la tache aveugle ici, et si le patient ne voit pas du tout, ça fait un gros déficit noir. Par exemple, ici, le patient ne voit plus du tout ce qui se passe tout le temps supérieur de son œil droit. Alors, on passe à l'essentiel. Oui, une petite pause. Donc, on a 3 questions. On a 3 questions. Pardon. Désolée, je coupe le son. On a 3 questions.
Pardon, vous m'entendez là? Pardon, ouais, super. Donc, un précipité rétrocornéen, c'est très facile à différencier d'un Tyndall, puisque un précipité, ça sera blanc. Vous allez pouvoir le voir comme une tache. Donc ça, c'est ce que vous voyez ici. Donc ça se voit très facilement. Un Tyndall, c'est ce fameux effet que vous avez comme quand vous avez une poussière dans un grenier, en fait, et que vous avez un petit faisceau lumineux, et vous avez des tout petits points de poussière, mais ce n'est pas une tache, ce n'est pas une grosse tache par rapport à un précipité rétrocornéen. Donc ça, c'est la première chose. On n'a jamais compris comment voir la cataracte. Pouvez-vous nous expliquer? Donc, voir une cataracte, on va vous l'expliquer juste après, mais en fait, dès que vous avez une opacification un peu jaune du cristallin, en ophtalmoscopie directe, la papille est donc en temporale par rapport à la macula, c'est tout à fait vrai. Oui, la cataracte, c'est ça. Alors, les repères, très peu de repères à avoir. Quelles sont les 3 urgences médicales avec un traitement que vous êtes obligé d'avoir en moins de 4 heures, qui va faire réveiller un ophtalmologue la nuit? C'est l'endophthalmie, la crise aiguë par fermeture de l'angle et l'OACR. Quelles sont les urgences ophtalmologiques chirurgicales? La plaie oculaire, vous avez moins de 6 heures pour aller l'opérer, ou le décollement de rétine, là, il faut l'opérer dans les 5 jours. Toujours avoir en tête dans le dossier d'ophtalmo la maladie d'Horton, l'AVC ou l'anévrisme, la myasthénie. Ce sont les maladies qui peuvent tuer votre patient. Et alors, souvent, vous mélangez les pinceaux. Alors, quand est-ce qu'on fait des injections intravitriennes de médicaments? Soit ce sont des anti-VEGF qui permettent de traiter, par exemple, l'ADMLA exudative, un néovaisseau corosien dans l'ADMLA, l'œdème maculaire lié à une maculopathie diabétique ou une occlusion de la veine centrale de la rétine, ou quand vous avez un glaucome néovasculaire déclaré. Alors, quand est-ce qu'arrive un GNV? Un GNV arrive quand vous avez une rétinopathie diabétique proliférante compliquée de GNV, ou quand vous avez une OVCR ischémique non traitée au bout de 100 jours. Les autres injections qu'on peut faire, ce sont des corticoïdes retard comme dexamethasone. Ça aussi, c'est pour l'œdème maculaire, pour le diabète ou pour l'OVCR, ou des antibiotiques dans l'endophthalmie. Maintenant, on va passer aux différents items. L'item de base, c'est la réfraction. Comment est-ce qu'on fait pour faire lire un patient? Vous avez l'active visuelle de loin, par exemple, l'échelle de Monnoyer. Si vous ne voyez pas très bien, vous voyez 1 sur 10. Si vous voyez très bien, vous voyez 10 sur 10. Si les patients sont analphabètes, c'est sur une échelle de E. Le synélète va demander de mettre les mains dans différentes positions. Et pour les faire lire de près, vous leur donnez un texte à lire, qui s'appelle le Barino. S'ils arrivent à lire le plus petit texte, le P2, c'est-à-dire que leur rétine est parfaite. La macula est normale s'ils arrivent à lire P2. Souvent, vous êtes un peu bloqué sur les lunettes. Alors, quand on est myope, ce sont les personnes qui ne voient pas devant. Soit c'est un œil qui est trop convergent ou un œil trop long, ou parce qu'il y a une cataracte qui modifie l'indice cristallin. Pour traiter un œil myope, il faut mettre des verres sphériques concaves divergents. Et la puissance par convention sera négative. Pour les hypermétropes, c'est un œil qui est soit trop court ou trop divergent. Donc la focale de l'image se met derrière la rétine. Il faut la rapprocher. Donc vous utiliserez des verres optiques convergents, sphériques, convexes. Et par convention, la puissance est positive. C'est toujours un peu compliqué. Qu'est-ce que c'est l'astigmatisme? C'est au lieu d'avoir un œil rond comme un bain de football, votre œil est un peu ovale comme un bain de rugby. Donc, une image va donner 2 focales différentes. Il faut arriver à mettre les 2 focales sur la rétine. Donc, vous allez les mettre sur un axe particulier suivant la déformation de votre cornée qui est un peu oblique comme un bain de rugby. Donc, pour corriger, on a des verres qui sont cylindriques. Donc, il y a un axe particulier. On est obligé de les mettre sur une orientation précise. La presbytie, qu'est-ce que c'est? C'est on n'arrive plus à accommoder à partir de l'âge de 40-42 ans. Vous n'avez pas les bras assez longs pour pouvoir lire votre texte. Vous êtes obligé d'allonger les bras. Donc, pour éviter d'avoir des bras de 2 mètres de long, on rajoute des verres en bas. Généralement, c'est des verres progressifs. Donc, en bas de votre verre, vous rajoutez une correction juste pour que le patient puisse lire de près. Ça s'appelle une addition. Ce sont toujours des puissances positives comme les verres de presbytie. En petit exemple de réfraction, par exemple, Iris, 4 ans, elle a une réfraction à +8, +3. C'est une patiente qui est hypermétrope. Elle n'a pas d'astigmatisme. Adèle, 25 ans, elle a des lunettes qui sortent à -3
et moins de 75. Il n'y a pas d'astigmatisme, c'est juste une amétropie sphérique et elle est mieux. Maël, il a comme sphère, il a 0 ou plan, c'est la même chose. Et entre parenthèses, vous voyez l'astigmatisme, c'est un chiffre avec un axe. Donc lui, il a surtout un astigmatisme myopique. Orion, pareil, il a astigmatisme. Il a un astigmatisme de moins de 2,5 à 90 degrés et il est myope en plus, c'est une myopie de moins 3 associée. Si on continue, Philibert, 68 ans, là je peux vous orienter, il n'a aucune lunette de loin, mais de près, on ne peut pas voir. Il est obligé d'avoir des additions. On est obligé de lui rajouter plus de 2,5 pour qu'il puisse lire son menu au restaurant. Et enfin, Philomène, 54 ans, elle est hypermétrope de plus 4,5 et pour lire, elle a besoin d'une addition de plus 2. Donc elle est presbyte aussi. Thomas, tu as des questions ou je passe. Chez l'enfant, pour avoir des repères très simples, le but de l'examen ophtalmologique, c'est de vérifier qu'il n'y a pas de strabisme, de choses qui peuvent faire qu'il n'arrivera pas à développer sa vision. Il faut vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie organique ou un problème de tout visuel, du comportement visuel. Et les dates butoirs, ce sont à chaque fois qu'il y a une grande... ce sont les mêmes dates que pour les vaccins, ou quand il y a une entrée à la crèche, entrée en grande section ou entrée au CP. Donc, ce sont des examens qui sont des fois faits chez pédiatre, des fois faits chez ophtalmologue. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le strabisme après 4 mois est pathologique. Et chez les enfants, il faut toujours vérifier. Dès qu'un enfant vient pour un strabisme, il faut absolument faire un fond d'œil de façon systématique. Je vais vous expliquer pourquoi. Chez un enfant, quand vous voulez vérifier qu'il n'a pas des lunettes, c'est systématique de mettre des gouttes de cycloplégique, non de l'atropine, pour être sûr que vous aurez la meilleure correction optique pour cet enfant. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à l'examen ophtalmologique? Est-ce que son œil est petit, mal formé? Est-ce que s'il y a une absence d'iris, comme vous voyez sur la photo, là, c'est très important parce que vous devez faire une échographie abdominale pour éliminer un néphroblastome qui est associé avec l'anéridie. Il y a des infections maternelles comme les torches qui vont atteindre les yeux. Si vous avez une leucocorie, c'est très important de l'envoyer tout de suite chez un ophtalmologue parce qu'il peut avoir un pronostic vital. Soit un rétinoblastome avec une tumeur qui peut... en France, le rétinoblastome, si vous le traitez, le patient survit. Si vous ne le traitez pas, il meurt. La cataracte congénitale, la maladie des enfants battus avec de nombreuses hémorragies rétiniennes et glaucome congénital, c'est un patient qui va venir avec des grands yeux et il peut devenir aveugle si vous ne le traitez pas à temps. La leucocorie, c'est le fait d'avoir le reflet blanc pupillaire. Soit ça peut être, si vous voyez cet enfant, c'est les deux yeux, il y a un petit reflet blanc. C'était un rétinoblastome à l'intérieur de l'œil. Chez un autre enfant, on voit un reflet blanc, on regarde, en fait, c'est le cristallin qui a une cataracte congénitale. Ce n'est pas du tout le même pronostic. Le rétinoblastome, c'est une tumeur qui se développe dans l'œil et qui peut avoir une localisation cérébrale. Si vous ne traitez pas le patient, il meurt, alors vous avez toutes les chances de le sauver si vous le prenez en charge tout de suite. Ensuite, comment on reconnaît un strabisme? Faites attention à des faux strabismes. Vous mettez un reflet pupillaire avec une lumière pour regarder si le reflet pupillaire est centré. Dans la première photo, le reflet pupillaire est centré, mais on a l'impression qu'il louche parce qu'il a un épicanthus. C'est les paupières qui ont l'aspect un peu vertical, qui ont l'impression qu'il louche. Alors que la photo du bas, les reflets pupillaires ne sont pas du tout centrés, il a un vrai strabisme convergent. Donc, quand vous avez un enfant qui a un strabisme, c'est très simple. D'abord, vous faites l'examen ophtalmologique complet. Vous vérifiez qu'il n'y a pas besoin de lunettes après avoir mis de l'atropine. Très important. Et vous faites le fond d'œil de façon systématique pour vérifier qu'il n'y a pas de tumeur ou d'anomalie rétinienne. Après ça, vous faites un bilan orthotique et vous mettez la meilleure correction optique totale chez ce patient. Tout ça, c'est pour éviter la survenue d'une myopie. Si vous ne traitez pas, si l'enfant a besoin de lunettes et que vous ne mettez pas de lunettes, il est très paresseux, il va oublier cet œil et cet œil ne verra jamais. Si vous mettez des lunettes à temps, vous pourrez voir. Chez un enfant, on fait un fond d'œil en mettant des écarteurs. C'est un peu traumatisant pour les parents, mais c'est la seule manière d'avoir l'examen parfait. Et juste, je reviens pour prévenir, s'il y a un œil qui est paresseux et qu'il a mis des lunettes pour le faire travailler, vous allez cacher l'autre œil, le bon œil, avec un cache toute la journée pour obliger l'œil paresseux à travailler pour que sa vision remonte. Donc, les différentes formes de strabisme, le strabisme le plus fréquent, c'est le convergent quand on louche.
soit il est lié de façon congénitale, ça arrive de façon très précoce, par exemple, souvent quand il y a une souffrance néonatale associée. Après, le plus fréquent, c'est vers l'âge de 2-3 ans, quand il y a des vrais problèmes de lunettes qui viennent en compte. Et le traitement, c'est assez simple, ce sont des lunettes. Et après, il faut vérifier que c'est pas survenu, par exemple, c'est pas une paralysie oculomotrice ou des choses comme ça qui viennent en compte qui entraînent un stress. Donc, le strabisme, c'est très facile, je vous ai dit. Vous faites une bonne collaboration avec l'orthoptiste ou l'ophtalmo, dépistage. Vous mettez les meilleures lunettes possibles après atropine et vous cachez le bon œil pour améliorer la vision de l'apparition. Là, on va venir sur la cataracte. Alors, c'est le sujet que vous n'aimez pas, mais pourtant, c'est le sujet le plus facile. Un cristallin normal, il est transparent et il se voit dans la pupille. Le cristallin normal est composé d'un noyau, d'un cortex, et tout ça, c'est dans un sac. La cataracte, c'est une opacification progressive de votre cristallin qui fait une base visuelle de loin. Ça, c'est des cataractes très faciles, cataractes blanches. Et ça fait un œil de poisson. Le patient ne voit rien, c'est comme si vous voyez à travers du calcium. Des fois, elles sont juste en étoile. Là, ce sont des cataractes corticonucléaires que vous verrez plus souvent. Elles sont en effet, comme disait Thomas, très jaunes. C'est pas transparent, c'est jaune. Là aussi, c'est un peu opacifié. Vraiment, c'est encore plus transparent que ça quand le cristal est normal. Là, vous avez une cataracte et que la vision n'est pas vue directement, mais on envoie la lumière par rétroillumination par derrière et on voit la partie postérieure du cristallin et on voit que la partie postérieure du cristallin est opacifiée. C'est la seule fois où vous verrez une cataracte avec un aspect un peu orange, ça s'appelle la cataracte capillaire postérieure. Et ça, on les retrouve dans soit chez les personnes âgées, les corticoïdes, le diabète ou l'hypoparathyroïdie. La cataracte capillaire postérieure, c'est la seule cataracte qui va vous donner une base visuelle de près. Non, tous les cataractes, vous faites baisser la vision de loin. Vous faites lire le patient de près, s'il voit P2, la macula est normale. Sauf pour la cataracte capillaire postérieure, il ne verra pas de P2 à cause de sa cataracte. Comment on opère? Alors, avant d'opérer, il faut faire des examens, donc l'examen ophtalmologique complet. Il faut vous demander de demander une kératométrie pour voir la courbure de la cornée et la longueur axiale pour pouvoir savoir quel implant on va mettre précisément dans votre œil. Pour calculer l'implant, on passe ensuite pour la mesure de longueur axiale, on peut le passer soit sur une machine qui s'appelle le diode, soit en échographie. La chirurgie s'appelle la phacoemulsification et on enlève le cristallin et on met un implant transparent plastique dans le sac capillaire à la place du cristallin et ça fait cet aspect plastique ensuite. Si le patient revient 5 ans après la cataracte pour une désacuité visuelle et que vous avez encore la photo avec la rétroillumination, mais il a déjà été fait la cataracte, ce n'est pas une sous-capillaire postérieure, c'est une cataracte secondaire. Le traitement, c'est on fait du laser YAG pour ouvrir le sac au centre et le patient revoit à travers. Par contre, s'il revient une semaine après se fait opérer et ça ne va vraiment pas, il voit plus rien, l'œil très rouge, ça fait très très mal, là vous êtes dans l'urgence extrême, c'est l'endophtalmie, c'est une urgence. Si vous ne traitez pas le patient dans les 4 heures, il devient aveugle. Les repères faciles, c'est un œil rouge, une chirurgie de la cataracte récente, et vous voyez en bas, le petit niveau adulte, c'est un hypopion, c'est du pus qui est à l'intérieur de votre œil. Là, on voit le tyndale très fibrineux et tout l'intérieur de l'œil est rempli de pus. Qu'est-ce qu'on fait si on ne traite pas? L'œil devient une vraie boule de pus et on perd l'œil totalement. Pour voir le fond d'œil, on fait une échographie oculaire et le traitement, c'est casse d'emblée, parce que les antibiotiques ont du mal à rentrer dans l'œil, et du Tienaman en intraveineux et du Tavanide par la bouche. Bien sûr, vous hospitalisez le patient et vous faites un prélèvement oculaire avant pour analyser l'intérieur de l'œil, rechercher le germe, mais l'urgence, c'est de faire l'antibiotique dans l'œil tout de suite dès que le patient arrive en consultation. Alors, Thomas. Donc, au niveau des questions, sur un astigmatisme à 120 degrés, est-ce qu'il est oblique ou indirect? Donc, cette notion, on a bien regardé, tout ce qui est direct, indirect n'est plus dans les polycopiers, mais pour information, si on a un astigmatisme qui est direct, c'est que le méridien le plus cambré est vertical. S'il est indirect, le méridien le plus cambré est horizontal.
Et si le méridien est donc pas ni vertical ni horizontal, il sera oblique. Que veut dire trouble du comportement visuel? Par exemple, chez un enfant, vous allez fermer un œil et il va bouger la tête, ou alors il ne va pas avoir une poursuite oculaire. Le colobome, c'est souvent isolé ou pas, c'est en pratique souvent isolé. Juste pour la réfraction, est-ce que vous pourriez rappeler les notions d'astigmatisme direct et indirect? Donc, c'est ces fameux méridiens qui sont cambrés soit en vertical pour le direct, soit en horizontal pour l'indirect. Un astigmatisme simple, ça va forcément dire que le patient est myope aussi. Non, si les deux focales sont en avant de la rétine, oui, mais si c'est en arrière, ça sera plutôt un astigmatisme hypermétropique simple. Donc, il peut y avoir les astigmatismes myopiques simples ou hypermétropiques simples. Le rétinoblastome peut métastaser? La réponse est oui. Donc, pour voir la cataracte sous-capsulaire postérieure, il faut un autre examen rouge. Non, en fait, on va se focaliser sur la capsule postérieure au niveau de la lampe à fente. Mais c'est en effet cette rétroillumination qui va nous permettre de voir ça. Mais l'examen en tant que tel est toujours à la lampe à fente. Ah, le reste, on passera à l'écrit. Ouais, voilà, oui. L'astigmatisme, on peut mieux les décrire à l'écrit. Là, c'est bon, le son. Ça m'énerve ce son. Oui. On m'entend? S'il ne voit plus de loin ou de près, ça peut être tout. La cataracte, la DMLA, n'importe quoi. Et si une amputation du champ visuel, soit vous pensez à quelque chose de neurologique, de nerf optique au cerveau, un décollement de rétine ou un glaucome. Et enfin, s'il a mal, pensez à surface oculaire, cornée, sclère, uvéite, une hypertonie très importante ou un traumatisme. Là, c'est le fameux tableau qui tombe à chaque fois pour avoir dans vos têtes. Quand vous avez un œil qui ne voit plus rien et alors qu'il est blanc, vous raisonnez. Est-ce que mon fond d'œil est accessible ou inaccessible? Si mon fond d'œil est accessible, s'il est anormal, le diagnostic sera sur la photographie du fond d'œil. Donc, vous regardez la rétine, est-ce que les vaisseaux sont normaux ou est-ce que j'ai une occlusion de l'artère ou de la veine? Est-ce que j'ai du diabète? Est-ce que j'ai une rétinopathie hypertensive ou un décollement de rétine? Si j'ai un problème de la macula, ça sera plus une démêla exudative ou une maculopathie diabétique. Et si mon nerf optique a des hémorragies, c'est une OIA. Par contre, si mon fond d'œil est normal, ça me limite le champ de possibilités. Soit c'est une orbe, soit c'est une atteinte cérébrale. Par contre, si mon fond d'œil, je ne vois rien parce que c'est très trouble, c'est une atteinte du vitré, soit le vitré est rempli de sang dans une hémorragie intravitréenne, soit il est rempli de cellules inflammatoires comme une myélite. Donc, des hémorragies intravitréennes, ça peut être lié à une déchirure de la rétine, un décollement de rétine, un syndrome de Terson avec une hémorragie iningée, soit un diabète compliqué de néovaisseaux qui ont signé, un trauma, un corps étranger. Et la hyalite, c'est lié dans les uvites sévères ou les endophthalmies, mais dans ce cas-là, votre œil sera rouge. Si on vient sur les fonds d'œil anormales, je vais vous décrire les images. Donc là, vous avez une rétinopathie diabétique. Alors, c'est très facile. Les rétinopathies diabétiques, soit vous avez non proliférant, soit vous avez rétinopathie diabétique proliférante. C'est vrai que la tombée le plus souvent, c'est la rétinopathie diabétique non proliférante sévère, avec la fameuse règle du 4-2-1. Hémorragie rétinienne dans les 4 cadrans, dilatation veineuse dans les 2 cadrans ou amire dans un seul cadran. Je vais vous montrer après les photographies pour mieux vous détailler. Si vraiment c'est la catastrophe et vous voyez plein de vaisseaux complètement anarchiques, comme des algues touffues, c'est une rétinopathie diabétique proliférante. Et alors, c'est qui va les rétinopathies diabétiques proliférantes compliquées, les 3 formes, elles peuvent se compliquer soit de décollement de rétine, soit d'hémorragie intravitréenne, soit de glaucome néovasculaire. Qu'est-ce que c'est qu'un nodule cotonneux? Les nodules cotonneux, ce sont ces petites lésions blanches un peu dufteuses comme des papa qui sont des infiltrations du flux exoplasmique. En fait, c'est une micro-occlusion capillaire à la surface de la rétine, à différencier des exsudat secs qui sont des dépôts lipidiques liés à un microanévrisme qui fait fuir de l'eau et des lipides qui vont s'accumuler dans la rétine et qui sont souvent autour d'un microanévrisme et qui sont cette forme ronde autour d'un microanévrisme.
Les microanévrismes, donc c'est une toute petite dilatation d'un vaisseau, ça fait un point multiforme rouge. C'est difficile à différencier des hémorragies multiformes. Et des fois, vous pouvez avoir des hémorragies rétiniennes plus importantes, qui peuvent être en taches ou en flammèche quand elles ont un peu de flamme, qui peuvent être un peu diffuses partout. Qu'est-ce que c'est qu'une anomalie veineuse? La veine, au lieu d'être droite, elle est tortueuse, bien gonflée et qui peut prendre des formes d'oméga, un peu en boudin. Les amyres, ce sont des néovaisseaux intrarétiniens, anomalies microvasculaires intrarétiniennes qui prennent cet aspect de chapelet, de crâne de raisin, et qui sont toujours localisés à côté d'une toute petite occlusion capillaire associée. Et là, c'est une malformation veineuse. Les vaisseaux, les néovaisseaux rétiniens, ils sont à la surface de la rétine et ils ont vraiment cet aspect chevelu, vraiment d'algue, et ça signe vraiment un diabète très sévère. C'est le signe d'une ischémie rétinienne sévère. Et si vous voyez ça, vous êtes à risque d'avoir un glaucome myovasculaire. C'est une urgence pour traiter le diabète. Sur cette photo de fond d'œil, qu'est-ce qu'on voit? On voit à la fois, ici, vous avez des taches, des hémorragies rétiniennes en taches. Ici, vous voyez une anomalie veineuse, elle est totalement grosse, tortueuse, symétrique. Là, ici, ce sont des débuts d'amyres. Ils ne sont pas encore aussi développés que dans l'énorme néovaisseau rétinien que vous allez voir ici. Les amyres, c'est vraiment tout petit, c'est comme s'il y avait 5 grappes de raisin côte à côte. Alors, néovaisseau rétinien, vous pouvez vraiment délimiter des vaisseaux qui vont n'importe comment. Enfin, là, je vous ai montré des traces déjà de patients à déjà bénéficier de photocoagulation rétine laser. Donc, tous les petits points noirs, ce sont des traces, des impacts de laser qui ont déjà été faits chez le patient. Donc, quand vous avez un patient qui a un diabète compliqué, avec plein d'ischémie, pour éviter que le diabète continue à évoluer, il faut traiter l'ischémie. Pour traiter l'ischémie, l'ischémie n'est pas localisée juste à un endroit, elle est localisée partout. Donc, on va cramer toute la rétine périphérique pour que l'ischémie s'arrête. Ça va permettre à la fois que la rétine ischémique ne fabrique pas de VEGF, parce que c'est le VEGF qui va fabriquer du nouveau vaisseau, et ça va permettre que l'oxygène passe mieux d'un côté et de l'autre de la rétine. Donc, en consultation, on met le patient sur une machine et on envoie plein de lasers et on va cramer toute la rétine autour et on garde toujours la macula et le nerf optique normal. Si jamais le patient est très compliqué, un décollement de rétine ou une hémorragie intravitréelle, ça, ce laser, on peut le bloc opératoire. Je reviens juste avant. En orange, vous voyez les traces de laser. C'est tous les petites traces noires, c'est le médecin qui a fait un impact de laser sur tous les points noirs pour traiter la rétinopathie diabétique. Amir, est-ce que c'est comme un pré-néovaisseau? Oui, Amir, c'est un pré-néovaisseau. La PPR peut-être se fait en consultation. La PPR se fait en consultation. Le patient, c'est comme en consultation, on a une machine, au lieu d'envoyer juste une lumière simple, on envoie un faisceau lumineux de laser qu'on positionne nous-mêmes à l'endroit exactement où on veut. Et alors, donc, pour le laser, on met une goutte d'anesthésie locale, on met un verre qu'on pose directement sur l'œil, et là, on envoie de la lumière de laser. C'est un faisceau lumineux. Quand est-ce qu'on fait le laser? Toujours quand il y a une rétinopathie diabétique proliférante. Parce que le but, c'est de traiter l'ischémie. Donc, on veut enlever toutes les zones d'ischémie, donc on les crame tous au laser. Et ensuite, quand vous avez des risques d'évolution péjorative du diabète, alors que le patient a déjà une rétinopathie diabétique sévère. Dans ces cas-là, ce sont les patients qui sont diabète de type 1, une grossesse, la puberté ou à l'adolescence, il y a des facteurs hormonaux qui font que ça évolue, ou le fait qu'il ne veut pas se considérer comme malade. Un patient qui a une équilibration trop rapide de la glycémie, ou qui va se faire opérer la cataracte, ou qui, au contraire, a un diabète totalement déséquilibré et qui est complètement inobservable. On fait une pause sur le diabète. Comment s'appelle le laser pour la rétinopathie diabétique? Donc, c'est le laser argon. Et comment s'appelle le laser pour la DMLA exudative? C'est le laser à la PDP. Et ensuite, il y avait la question, donc on l'a bien vu, est-ce qu'un amir, c'est comme un pré-néovaisseau? On peut parler de ça. C'est un néovaisseau qui se localise dans la rétine.
alors qu'un néovaisseau, un néovaisseau que l'on verra pour passer en proliférant, il va avoir besoin du vitré pour pousser dans le vitré. Donc, ça sera le néovaisseau, il sera dans le vitré. C'est pour ça qu'il est, quelquefois on peut le voir un peu en relief, mais bon, c'est un peu difficile quelquefois sur les photos. Et les amiens, c'est comme des hémorragies érythrémiennes, mais de plus petite taille en gros. Alors, Et c'est tout pas, centré. voilà, c'est plutôt un aspect de néovaisseau rétinien plutôt qu'une petite hémorragie. Une petite hémorragie, c'est plutôt c'est macroanévrisme que vous aurez plein de différents. Il reste 1 minute. Alors, bon, vous avez ensuite la rétinopathie hypertensive. C'est surtout, c'est très facile parce que le patient aura du sang de tension. Ça fait quoi? Ça fait comme une OVCR. Vous avez un œdème papillaire, plein de nodules cotonneux, plein d'hémorragies enflammées, et vous avez le signe de croisement artério-veineux où l'engagement de l'artère rétrécit la veine. C'est pas très tombable. Comment on différencie une OVCR d'une OACR? C'est très simple. L'OVCR, il y a beaucoup de signes, c'est prolifique. Vous avez plein d'hémorragies partout. Vous avez les veines qui sont tortueuses, dilatées, des nodules cotonneux. Vous savez plus où mettre la tête. Et la seule, vous allez vous demander, vous, est-ce que c'est un diabète ou une OVCR? La seule chose, c'est que votre œil est en même. Pour l'OACR, par contre, vous aurez à peu près rien au fond d'œil. La seule chose que vous allez voir, c'est que la macula va se montrer, va être rougerise, parce qu'elle est vascularisée par la choroïde et tout le reste de la rétine est blanc, ischémique, œdémacé parce qu'il n'y a plus de vascularisation qui arrive. Sur cette photo, on voit bien la différence entre la rétine qui est bien vascularisée orange en bas et la rétine qui est complètement ischémique en haut. Ce qu'il faut faire attention, c'est donc dans l'occlusion de la veine centrale de la rétine, ce qui est dangereux, c'est qu'elle peut se transformer en forme ischémique et la forme ischémique se complique au bout de 3 mois d'un glaucome néovasculaire. Pour prévenir le glaucome néovasculaire, si vous avez un GNV, il va devenir aveugle. La prévention pour éviter qu'il devienne aveugle, c'est de faire du laser, la PPR, comme pour le diabète. Pour le bilan de l'OVCR, vous allez rechercher tous les facteurs de risque cardiovasculaire artériel. Vous n'allez pas rechercher les phlébites, mais vous allez rechercher est-ce qu'il y a du tabac, de l'HTA, du diabète, un syndrome d'apnée du sommeil et le glaucome. S'il a un œdème maculaire sur l'OVCR, vous faites des IVT, d'anti-VEGF ou corticoïdes. Pour l'OACR, pour le coup, vous allez chercher soit la forme artéritique liée à la maladie d'Orton, soit non artéritique, dans ce cas, c'est un bilan d'AVC. Donc, vous allez chercher est-ce qu'il a fait un envol sur un interrompe carotidien, est-ce qu'il y a une cardiopathie emboligène, et donc c'est exactement le même bilan que l'AVC. Pour l'OACR, si le patient arrive dans les moins de 2 heures, vous pouvez faire une fibrinolyse, mais c'est fait dans des cas extrêmes parce que de toute façon, ça va, c'est extrême ici. Et surtout, le traitement, c'est la prévention secondaire, donc aspirine, statine, et s'il y a une cynose carotidienne de plus de 60%, pensez à l'envoûtement d'artériectomie. Et par contre, l'OACR, ils ne font pas de GNV. Le GNV, après une occlusion de la veine centrale de la rétine, ça se révèle comme ça, le patient a très mal, il a une tension très élevée, et sur les risques, il y a beaucoup de néovaisseaux. Normalement, on ne voit pas de vaisseaux sur les risques. Donc, le traitement contre le GNV, c'est qu'il faut traiter à la fois les néovaisseaux, donc il faut traiter l'ischémie qui entraîne les néovaisseaux, donc c'est pour ça qu'on crame tout au laser, enfin une PPR. Pour enlever pour agir immédiatement, vous faites des injections d'anti-VEGF en urgence qui vont agir tout de suite, mais pour avoir une durée que de 1 mois. Ensuite, il faut aussi traiter l'hypertonie oculaire, donc traitement, tout ce que vous pouvez, à la fois en gouttes ou en perros, pour baisser la tension oculaire. Et pour éviter ça, vous aurez pu éviter de faire ça en faisant une PPR dès que vous avez l'OVCR ischémique. Ensuite, sur le décommand de rétine, alors il y a plusieurs questions qui sont tombées sur une myodésopsie dans les annales précédentes. Une myodésopsie, c'est le fait de voir des mouches noires. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut être quand vous avez un petit vaisseau qui s'est rompu, vous voyez des petites mouches noires qui volent. Ou quand vous avez des petites opacités du vitré, vous les voyez. Quand vous avez des myodésopsies ou quand vous avez des phosphènes, c'est-à-dire des éclairs lumineux dans une partie de la vision, il faut absolument rechercher qu'il y ait une déchirure de la rétine. Si vous avez une déchirure de la rétine et que la rétine n'est pas décollée, on peut faire du laser autour pour la cicatriser. Si vous ne faites pas ça, la rétine, par le trou de la rétine, peut s'engouffrer du vitré et ça va décoller la rétine. Et donc, le patient va, par exemple, sur la photo droite, vous voyez que la rétine est soupée
elle est bombée vers le haut et il a d'avoir une baisse visuelle et une amputation du champ visuel. Là, le patient a un décommande rétine, le champ visuel est inversé dans l'œil. Le traitement du décommande rétine, c'est que la chirurgie. Si vous faites rien, il devient aveugle. Ensuite, pause. Ça tourne, ça? Alors, sur le décommande rétine, on dit décommande rétine, on regarde si la macula est décollée ou pas. Si la macula n'est pas décollée, on dit macula on, elle marche bien. Si la macula est décollée par le décommande rétine, elle est off, il voit beaucoup moins. Ensuite, sur toutes les anomalies de la macula. Donc, soit vous avez des anomalies qui s'appellent des dorusènes, c'est des gros points jaunes, c'est la rétine n'arrive pas à enlever les déchets et ça fait des dépôts sous-rétiniens. Dans ces cas-là, il faut faire attention parce que ça peut se transformer en DMLA. Pour l'instant, il est juste au stade de maculopatrie à l'âge. Le traitement, ce sont des antioxydants, des vitamines, pas de bêta-carotène chez le fumeur parce qu'il y a un risque de cancer du poumon, et il fait une autosurveillance avec la grille d'Amser. La grille d'Amser, c'est s'il voit les lignes se déformer, là, il risque de faire une DMLA. La DMLA, qu'est-ce qui se passe? C'est à partir du dépôt sous-rétinien de Rosen, il y a des vaisseaux qui commencent à se développer sous la rétine. Donc, la DMLA, il y a deux formes. Il y a soit la forme atrophique, c'est-à-dire que la rétine, la macula s'atrophie totalement, le patient ne voit plus au centre, il n'y a pas de traitement qui existe, on ne peut rien faire, ou soit des néovaisseaux qui poussent sous la rétine, qui viennent de la choroïde, qui doivent se mettre à saigner. Et là, dans ce cas-là, le traitement, ce sont les injections intravitréales, l'anti-VEGF. Là, en ECT, vous les voyez, là, il y a le néovaisseau qui pousse sous la rétine, qui fait plein de bulles d'eau, plein d'œdème. Et après traitement, la rétine, l'œdème diminue. Ensuite, donc on a. Qu'est-ce que c'est que l'hémorragie intravitréenne? Vous ne voyez rien, vous voyez quasiment rien parce qu'il y a du sang partout. Là, il y a l'hémorragie entre le vitré et la rétine, ça fait un sorte de niveau à bulle. Et il faut faire des échographies pour voir est-ce que la rétine est à plat ou est-ce qu'elle est décollée. Au final, le nerf optique, si vous avez un nerf optique gonflé avec des hémorragies et une amputation, soit tout le versant supérieur, soit tout le versant inférieur, ça s'appelle une amputation attitudinale, vous pensez à une noya. Dans la noya, les deux diagnostics prédominants, c'est l'artériosclérose ou la maladie d'Orton. Ensuite, vous avez le graphique à la pointe par cœur. Si vous avez une amputation que d'un côté du champ, que d'un œil, ça sera l'atteinte du nerf optique. Si vous avez bitemporel, c'est une atteinte du chiasma. Et si vous avez tout ce qui est rétrochiasmatique, ça sera toujours latéral au milieu. Ça, je vous ai mis un tableau récapitulatif de tout ce qui peut entraîner un œdème papillaire ou une atteinte du nerf optique, que ce soit une noya, un œdème papillaire ou une orbe. Donc, dans tout ce qui est la noya, l'œdème papillaire ou une orbe, vous le verrez au fond d'œil avec un œdème papillaire, sauf la orbe qui sera une papille normale. Quand il y a une atteinte cérébrale, la papille est aussi normale. Si vous avez une anomalie transitoire de la vision, il faut penser à ces cas diagnostiques. Soit c'est une CMT, donc faire un bilan d'AVC, soit une insuffisance vertébro-basilaire, donc aussi un bilan d'AVC ou une recherche maladie d'Orton, des éclipses visuelles dans une HTIC, ou après les diagnostics différentiels beaucoup moins graves, les savons pas diagnostiques. Est-ce que c'est une migraine ophtalmique qui fait un scotum scintillant qui évolue dans le temps, ou des phosphènes qui sont toujours localisés au même endroit d'un seul œil et qui sont liés à une déchirure rétinienne? Est-ce que sur ça, il y a des questions? Donc, on avait quelle est la différence entre OACR et NUIA? L'OACR, c'est l'occlusion de l'artère centrale de la rétine. La NUIA, c'est une occlusion de l'artère ciliaire postérieure. Pas de risque de GMV dans l'OACR, s'il vous plaît, donc c'est rarissime. C'est plutôt dans les OVCR. Pourquoi ne peut-on pas avoir de GMV dans le GAFA? Donc, le glaucome néovasculaire, c'est un encrassement, on va dire, par les vaisseaux, par un néovaisseau dans l'angle irido-cornéen, alors que le GAFA, c'est une fermeture de l'angle par un positionnement de l'iris contre la cornée, donc ce n'est pas le même mécanisme. Donc, ce sont deux choses à dissocier totalement. Pas de bolus d'aspirine dans l'OACR, ça va être les mêmes prises en charge qu'un accident vasculaire cérébral. Il faut savoir si on est dans les délais de thrombose ou pas. La rétine on-off, c'est par rapport à la macula, on l'a dit. Y a-t-il d'autres causes de myélésopsie, mis à part un décollement de rétine? Donc, on l'a vu avec l'hémorragie intravitréenne, c'est tout ce qui va encrasser en fait le vitré. Donc,
Avec le décollement de rétine, ce sont des petites hémorragies dues à la déchirure de la rétine et des pigments, pigmentaires dans le trait. Dans une hémorragie intravitrienne, ce sera le sang. Et on peut avoir aussi une galerie dans le cadre des déchirures. Déchirement de la rétine, alors c'était peut-être soit déchirure de la rétine, c'est une déchirure de la rétine, là on peut faire du laser et du laser argon, c'est le même laser que le laser pour les TPR. N'y a-t-il plus le traitement par gaz ou au silicone? Là, on sera plutôt dans le décollement de rétine, et le décollement de rétine, c'est toujours d'actualité, le traitement par gaz ou silicone. Ou par ça. Oui, ou par voie externe. Dans la NIA, chez un patient de plus de 50 ans attendant le résultat du bilan biologique, on met directement sous corticoïde plus anti-agrégant plaquetaire. Et si on a une suspicion de maladie de Horton, à savoir les signes que vous avez, l'hyperesthésie du cuir chevelu, que vous connaissez par cœur, oui, on met les fonctionnements par corticoïde sans attendre les résultats biologiques, notamment aussi de la DAT. Est-ce que moi j'ai un doute? Myodésopsie synonyme de phosphène? C'est une bonne question, puisque non, ce n'est pas synonyme. Myodésopsie, ce sera les petites taches noires qu'on a. Donc voilà, je vous dis, est-ce que vous voyez des mouches volées? Et les phosphènes, on va dire, est-ce que vous voyez des éclairs lumineux? Voilà, et donc là, on va passer sur le Marcus Gunn, donc sensoriel, c'est le fameux en fait, déficit pupillaire afférent relatif, c'est-à-dire que c'est en effet sur les voies afférentes, donc c'est alors, on passe au glaucome et après, on passe sur la neuro-ophtalmologie. On est obligé d'avancer un peu vite. Comme on a dit, on a vu que l'hymératose est synthétisée par la corps ciliaire, ça passe sous l'iris, par la pupille, et ensuite c'est évacué par le trabéculum, le canal de Chêne, et c'est évacué par la voie vidéosclérale. Dans le glaucome, il faut, pour analyser la pression oculaire, il faut à la fois voir comment est l'angle iridocornien, est-ce qu'il est ouvert ou pas, ça se fait par une gonoscopie. Donc, on pose un verre sur l'œil et on regarde l'angle iridocornien. On mesure l'épaisseur de la cornée parce que si la cornée est épaisse ou trop fine, ça change le tonus oculaire. Vous prenez la pression oculaire à l'aplanation, donc c'est un petit cône qui va appuyer directement sur votre œil. Vous analysez ce que le patient a des facteurs de risque de glaucome et ensuite, est-ce qu'il y a déjà des anomalies de la papille liées à l'hypertonie oculaire? Bien sûr, vous analysez toujours le champ visuel, est-ce qu'il y a des anomalies du champ visuel liées au glaucome et l'OCT qui permet de voir l'épaisseur des fibres nerveuses fibres optiques nerveuses qui persistent après alors que le patient est déjà malade. Les facteurs de risque de glaucome, c'est une pression intraoculaire élevée, les âges extrêmes, un antécédent familial de glaucome, les patients, l'origine ethnique surtout des mélanodermes, des asiatiques et la myopie très forte. Pour regarder l'angle iridocornien qui se situe donc entre l'iris et la cornée, on ne peut pas avoir une vision directe, on est obligé de regarder par l'intermédiaire du miroir incliné. Donc, l'ophtalmologue regarde dans le miroir qui va permettre de donner une vision de l'angle iridocornien. C'est pour ça qu'on est obligé de coller des verres sur votre œil. Donc, vous dites d'anesthésiant et il y a différents verres. Donc, verre à 3 miroirs que vous pouvez poser sur l'œil et ça fait cet aspect de je vois l'iris et là, je vois les 4 couches différentes de l'angle iridocornien. C'est par là que va s'évacuer votre humeur aqueuse. Comment on analyse un nerf optique? Le nerf optique, c'est tout ça. Toutes les fibres nerveuses, c'est un peu orange. Et ce qui est blanc au centre, il n'y a plus rien. Donc, si le blanc au centre est très grand, ça veut dire que vous avez quasiment plus de fibres nerveuses. Donc, c'est pour ça qu'on fait toujours le quotient, le cup, le centre, sur le disque. Si le cup sur le disque est tout petit, comme la photo en bas à gauche, vous avez beaucoup de fibres nerveuses. S'il est très très fin, comme à 0,9, ici, il n'y a quasiment plus de fibres nerveuses, il va avoir un champ visuel très altéré. La neurorétinienne, c'est ce que je vous dis, c'est cette partie orange ici. Ce n'est pas le cup c'est vide, c'est entre le disque, enfin c'est toute la partie là. Donc ici, sur cette photo, la neurorétinienne est orange ou rose pâle. Et ici, il est quasiment inexistant. C'est la toute petite partie jaune périphérique minuscule. Le glaucome, si on ne le traite pas, il fait une amputation du champ visuel qui progresse au fur et à mesure. Au début, c'est un ressaut nasal. Ensuite, ça fait un scrotum de Bjérôme qui part de la tache aveugle et qui a un aspect en virgule supérieure. Et si on ne fait rien, il devient agonique, voire total, et ils peuvent devenir aveugles.
Voici une papille avec un grand anneau neurorétinien à un petit club. Donc, le 4 sur 10, il y a 0,1 ici, il y a un champ visuel automatique normal. Là, le cap sur 10 est un peu plus élevé, il doit avoir 0,4. Il a déjà des anomalies de champ visuel. Et là, il a un cap sur 10 à 0,9. Il y a quasiment plus d'anneaux neurorétiniens et il a un champ visuel agonique. Il y a peu de champ visuel central. Là, c'est l'OCT du nerf optique pour vous montrer qu'on mesure l'épaisseur des fibres nerveuses. Et donc, il y a 4 molécules qui existent pour traiter au niveau encodire. Il y a les bêta-bloquants, les analogues des prostaglandines, les alpha-2, les inhibiteurs d'anhydrase carbonique. Faites attention à chaque effet secondaire ou contre-indication chez ces patients. On peut aussi donner l'inhibiteur de l'anhydrase carbonique, peut se donner aussi par la bouche, ça s'appelle le Diamox, ou en intraveineux, dans les cas d'hypertonie oculaire très importante. Si jamais vous n'arrivez pas à contrôler le glaucome, vous pouvez passer à la chirurgie qui s'appelle la trabéclectomie. Le but, c'est de faire un trou dans la sclère pour faire une sorte de dérivation. Dans le cas de la crise aiguë par fermeture de l'angle, c'est-à-dire que vous avez un angle qui est totalement étroit, voire fermé, et que vous avez l'iris qui est contre la cornée quasiment. Donc, vous avez un patient qui va, ne rien voir, avoir une douleur extrême, il va vomir partout, on peut faire diagnostic différentiel avec l'appendicite, tellement il a mal, c'est la douleur qui lui donne des vomissements. Il a l'iris contre la cornée, il n'y a plus aucun espace entre les deux, donc l'hémorragie ne peut pas s'évacuer et il va avoir au-dessus de 50 de pression. Sur la gonioscopie, on voit plus l'angle d'iridocornéen, alors que si on fait sur l'autre œil, on peut voir les 4 couches de l'angle d'iridocornéen. Il va avoir sur l'œil atteint, il aura une papille complètement excavée, il n'y a plus aucun anneau neurorétinien, peut être sur 10 à 0,9, et de l'autre côté, il peut avoir un anneau neurorétinien normal. Le champ visuel de l'œil touché sera totalement catastrophique par rapport à l'autre. Ce qu'il faut rechercher chez ces patients, c'est les facteurs de risque de CAPA, donc hypermétropie, un cristallin volumineux comme une cataracte, et un angle iridocornéen déjà étroit qui peut être étroit sur l'autre œil. Et tout ce qui va favoriser une mydriase, donc une anesthésie générale récente, des médicaments qui entraînent une mydriase, tout ça, ça va favoriser le CAPA. Donc, c'est une urgence. Donc, comment vous traitez? Sur l'œil qui a le CAPA, l'urgence absolue, c'est de baisser la pression. Vous mettez tout ce que vous voulez. Le Diamox en IV avec supplémentation potassique. Si vous échouez, vous mettez du mannitol pour faire un effet hypotonisant. Et en route, les 4 molécules qui existent, il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas besoin d'antalgique. Le fait de faire baisser la tension va arrêter les douleurs et arrêter les nausées et vomissements. Il faut arrêter le facteur déclenchant. Donc, et s'il y avait quelque chose qui entraînait une mydriase, un médicament qui entraînait une mydriase, il faut les arrêter. Vous pourrez mettre de la pilocarpine pour faire un myosis que quand la tension aura un peu débaissé, parce que là, votre iris est complètement sidéré, il n'arrivera pas à se resserrer. Donc, quand la pression sera baissée, vous pourrez mettre de la pilocarpine pour avoir un myosis pour éviter qu'il repasse un CAPA. Et si c'est lié à un cristallin trop gros parce qu'il y a une cataracte, il faudra penser à faire une chirurgie de la cataracte assez rapidement. Sur l'autre œil, vous n'avez pas envie qu'il vienne aveugle, vous n'avez pas envie qu'il fasse un CAPA. Donc, tout de suite, sur l'autre œil, la tension est normale, mais il peut faire un CAPA si jamais vous avez une mydriase. Donc, vous allez le mettre en myosis tout de suite. Et comme il sera en myosis, vous allez pouvoir faire une iridotomie au laser sur l'autre œil tout de suite. Celui qui est touché, vous allez attendre de faire baisser la tension pour pouvoir faire le laser. Pour l'instant, quand on est tellement démassé, vous voyez bien, attendez qu'il ait plus mal pour faire votre laser. Et n'oubliez pas d'épicer la famille ou les facteurs de risque hypermétropie, ainsi de suite. Maintenant, on passe en neuro-ophtalmologie. Je continue. Donc, alors, la neuro-ophtalmologie aussi simplifie vos idées. Est-ce que c'est monoculaire ou binoculaire quand le patient souffre d'une diplopie? S'il y a une diplopie monoculaire, eh bien là, alléluia, c'est que ophtalmopure. Monoculaire, vous êtes sûr, c'est qu'il y a un problème de lunettes, astigmatisme, cataracte, iris. Vous êtes tranquille. Par contre, si je parle d'une diplopie binoculaire, alors là, c'est urgence ophtalmo, neurologie, et vous pensez orthone, AVC, myasthénie. Donc, quand c'est binoculaire, dans vos têtes, vous demandez où est-ce que la lésion. Est-ce que la lésion est dans l'orbite? Est-ce qu'elle touche un muscle? Ou est-ce que c'est la jonction neuromusculaire de la myasthénie? Ou est-ce que ça atteint un des nerfs oculomoteurs, le 3, le 4, le 6? Ou est-ce que c'est une atteinte cérébrale avec l'atteinte nucléaire ou supranucléaire? Ça, on m'a dit. Alors, chez l'adulte jeune, le plus souvent, quand vous avez une diplopie binoculaire, ça peut être une tumeur, un anévrisme carotidien dans le cas des parasites 3, diplose en plaques myasténiques.
Chez le vieux, ce sera plutôt un AVC, une maladie d'Orton ou une tumeur. Donc, ça, à savoir par cœur, quel nerf innerve quel muscle, parce que si vous les connaissez bien, bah, ça sera facile de savoir quelle est typologie ensuite. Le nerf 3, c'est le plus important. Il a une vascularisation. Il a une innervation à la fois intrinsèque qui fait le sphincter de Lewis, qui entraîne la myosis, et les muscles ciliaires qui font une accommodation. Il va aussi agir sur beaucoup de muscles oculomoteurs. Le droit sup, le droit 1, le droit médial, le oblique inférieur et le muscle revers de la paupière. Le 4, le muscle 4, vous faites le muscle oblique supérieur qui permet de lire toute la vision en bas, en intérieur. Et le 6, c'est ce qui vous fait regarder sur le côté. Le 5-1 fait la sensibilité de la cornée et le 7 permet de fermer les yeux. Quand vous avez une paralysie du 3, la seule question, est-ce qu'il y a un anévrisme de l'artère communicante postérieure? Là, chez le patient, il essaie de regarder en haut, mais vous voyez que l'œil droit il a un ptosis et l'œil droit ne monte pas en haut. Quand il regarde à gauche, l'œil droit ne regarde pas à gauche. Il n'arrive pas à regarder en bas non plus. Par contre, il arrive à aller sur le côté. Donc ça, c'est une paralysie du 3 avec un ptosis. Et si vous regardez, il a même une mydriase. Alors que l'autre côté, il a un myosis. Donc, il a une paralysie complète, ptosis, avec tous les problèmes d'élévation. Le muscle ne bouge pas. Et le seul endroit où il peut aller, c'est là où il y a le muscle 6 qui marche, c'est vers l'extérieur. Plus, il y a une mydriase. Donc, vous avez une paralysie du 3. L'urgence, c'est, comme on a dit, éliminer l'anévrisme de l'artère carotidienne ou de la communicante postérieure, ou de vérifier qu'il n'y a pas une apoplexie pituitaire, un diabète ou un orthop. Donc, IRM en urgence. Est-ce que toute ptosis, c'est une paralysie du 3? De toute façon, il vient avec un ptosis, mais si vous regardez sur ptosis complète à gauche, mais vous regardez un petit ptosis aussi à droite. Non, toute ptosis n'est pas une paralysie du 3. Là, ce patient, on a fait un test de glaçon. On a mis un glaçon, et hop, le ptosis est relevé, c'est une asthénie oculaire. La asthénie, ça peut être très trompeur, on peut se faire avoir. Il faut rechercher la fatigabilité, le test de glaçon, et les pupilles sont toujours normales. Ce patient-là, il vient avec une convergence de l'œil droit. Il n'arrive pas à aller voir à l'extérieur. Là, vous avez le cas typique de la paralysie du 6, qui est très facile à diagnostiquer. Quand on a une paralysie du 6, la paralysie il faut toujours rechercher est-ce qu'il y a quelque chose qui fait augmenter la pression intracrânienne, est-ce qu'il y a une tumeur cérébrale? Ou est-ce que c'est une maladie de Horton qui atteint juste le muscle 6 ou une asthénie ou un diabète? Mais la principale chose à rechercher, c'est une tumeur cérébrale. Ça, c'est un peu plus compliqué, ça ne tombera, je pense, jamais. C'est une paralysie du 4. Le patient, il faut faire un signe de Béchowski pour rechercher, pour démasquer la paralysie du 4. Je passe. Les autres diplopies qui peuvent être dangereuses, c'est quand vous avez mal, il faut chercher toujours l'anévrisme lié à la paralysie du 3. Une fistule carotido-caverneuse qui fait l'aspect de tête de méduse sur les vaisseaux conjonctivaux, un apoplexie pituitaire ou une myosite ou une maladie d'Asbel. Bien sûr, si vous avez les contextes, le patient s'est pris un trauma, il n'arrive pas à élever l'œil droit, rechercher est-ce qu'il n'y a pas une incarcération du muscle inférieur droit dans la fracture du plancher de l'orbite. Qui, en effet, se voit ici. Là, il y a la conservation du muscle. Est-ce que sur ça, Thomas, on répond aux questions parce que là, je trouve difficile. Sur ça, on peut prendre du temps et après, ça sera des trucs. Alors, vous avez donc la phase donc on était dans l'atrophie péripapillaire, donc comment on peut la voir? C'est facile, vous prenez la rétina et une fois que vous avez fait ce rond, si vous avez une tache un peu blanche, en fait, autour de cette atrophie, c'est l'atrophie qui sera péripapillaire et non papillaire. Oui, on est d'accord dans la corticoïde dans la DMLA, on fait ces infections anti-VEGF. La fin du champ visuel dans le glaucome est-elle définitive ou réserve-t-elle ce traitement? Elle est définitive. Peut-on retrouver un scrotum de Biron en cas de Moya? C'est possible, mais ce n'est pas le plus classique, c'est plutôt la déficience altitudinale. Pour le glaucome, la teinte du champ visuel peut être asymétrique dans les deux yeux. Oui, c'est même la particularité du glaucome. Lors d'un GAFA, on ne voit pas directement que le calice qui est diminué, en effet. En aigu, on ne va pas voir cette perte de type, mais on le verra secondairement. Je suis désolé, voilà, si vous avez déjà expliqué, mais dans le cas d'un glaucome non-vasculaire, le patient n'est pas à risque de GAFA, car pas le même mécanisme, c'est ça, en effet. Et dans le cas du GNV, comment traite-t-on les néo-vaisseaux de l'endocornéen?
Par les injections d'anti-VEGF, liées à la photocoagulation rétinienne sur les territoires non perfusés. Releveur de la paupière 3, oui, et le 7, non. Quand on dit paralysie 3 douloureux, on parle de tout type de douleur céphalée et pas seulement oculaire. En effet, on parle de tout. Par exemple, si vous avez une rupture d'anévrisme, le patient aura une grossesse céphalée et quelquefois ne la localisera pas au niveau de l'œil. Bon. Là, on passe à des choses beaucoup plus faciles. Oh, ça va être rapide. Hein. Dans les autres arbres diagnostiques, si vous avez un œil qui est rouge, pas de douleur, pas de baisse d'acuité visuelle, généralement, c'est pas grave. Si vous avez une rougeur qui est diffuse, ça peut être une conjonctivite bactérienne, par exemple, la chlamydia, ça peut être perforant, ça peut être ou gonocoque même, virale et allergique. Il y avait eu un QI sur la conjonctivite allergique, c'est donc la conjonctivite allergique, ça fait des prurites, c'est saisonnier ou dans un terrain atopique. Vous pouvez avoir une rougeur qui est juste à un syndrome de plaque oculaire, vous n'avez pas assez de larmes ou les paupières sont de mauvaise qualité, par exemple, dans un rougeon Sjogren, vous n'avez pas assez de larmes. Et une rougeur très localisée, ça peut faire une hémorragie sous-conjonctivale, qui peut arriver de façon spontanée ou suite à un frottement oculaire, une hypertension artérielle. C'est assez facile, c'est très, très facile à diagnostiquer, c'est une nappe rouge de sang. Ça, c'est une rougeur plutôt dans une conjonctivite, un peu diffuse. D'autres formes de conjonctivite assez impressionnantes. La conjonctivite bactérienne a beaucoup de sécrétions, votre œil peut être un peu gonflé. C'est collé et vous pouvez avoir, même dans les cas d'allergie, vous pouvez avoir des gros placards sous la conjonctivite. Ensuite, quand l'œil rouge fait mal et la vision baisse, alors là, c'est intéressant parce que c'est des cas faciles à diagnostiquer. Ça, c'est le problème de la cornée, c'est le kératite. Qu'est-ce qui fait mal à la cornée? Soit vous avez un trou, donc un ulcère, un syndrome de sexe sévère, ou un abcès qui peut être d'origine virale, bactérienne, amybe, ou mycotique. Ça, c'est une uvéite. On va revenir sur comment on fait le diagnostic d'enfant. Comme on a vu, ça va être une crise aiguë par fermeture de langue. Donc, migraisse semi-réflexique, état de cornée, chambre étroite, le patient a très très mal, il ne voit plus rien, il vomit. Un traumatisme, là vous avez le contexte, il s'est pris un coup, il a eu un corps étranger intraoculaire, il a été en deux. La sclérite, alors, il y a deux types de sclérite. La sclérite antérieure qui vous donne votre œil très rouge, qui fait très mal, mais la vision est conservée. Et la sclérite postérieure, la douleur est inconstante, votre œil peut être blanc ou rouge, et la vision peut baisser. Et enfin, le glaucome néovasculaire, je l'ai quand même mis dans cet arbre diagnostic. Là, vous avez des abcès de cornée. Donc, c'est sur votre cornée, vous avez un gros placard blanc, affreux, avec l'œil qui est rouge. Là, il atteint le centre de la vision. Il va vraiment... il risque de devenir aveugle, bien sûr. Là, vous avez aussi... Alors, même moi, en revoyant les photos, après, j'ai eu du mal. Est-ce que c'est... Là, il y a un hypopion, donc c'est un amas de pus. Donc, quand vous avez un amas de pus à l'intérieur de la chambre antérieure, ça peut être soit une endophthalmie, soit un abcès de cornée. Et ici, là, vous avez un abcès cornée central qui est très grave parce qu'il fait l'hypopion, c'est un amas de pus, et c'est un abcès sévère. C'est du pur eczéma. Une patiente se présente avec un zona du territoire 5-1, donc vous avez toutes les éruptions cutanées qui respectent le territoire du nerf 5-1. Quand vous avez ça, il faut absolument rechercher une atteinte ophtalmologique, parce qu'il y a une atteinte soit de la cornée, une kératite, ou une uvéite. Parce que le 5-1 innerve aussi la cornée. Le virus sur la cornée, il peut faire des sortes qui s'appellent des dendrites, ça veut dire il atteint la cornée, il atteint les nerfs, et donc vous avez l'atteinte cornéenne qui suit la même géographie que le nerf cornéen. Ça fait cette dendrite en forme géographique, et on les voit bien. Vous mettez une goutte jaune de fluorescine, des lumières bleues, et on voit très bien les noyaux cornés à ce moment-là. Là, vous avez tout des uveites. Donc, les uveites ont des précipités rétrocornéens, c'est des petits pans blancs qui sont toujours, on vous en montrera toujours beaucoup. L'iris qui fait des synéchies en forme de trèfle, il colle sur le cristallin, c'est des synéchies iridocrystalliennes. Et vous avez un œil rouge, la vision qui baisse et l'œil qui fait mal. Ensuite, tout ce qui est traumatisme, c'est assez facile parce que vous avez le contexte. Le fait de se reprendre un coup de poing dans l'œil, vous pouvez avoir soit un ulcère de la cornée, soit
un niveau de sang dans l'œil, l'iris assigné s'appelle un hyphéma. Comme il y a beaucoup de sang, on peut avoir de l'hypertonie ou l'iris qui se déchasse un peu et ça peut aussi faire une hypertonie, une iridodialyse de l'iris. Et sur le fond d'œil, pour faire le fond d'œil, pour chercher est-ce qu'il y a des hémorragies, est-ce qu'il y a de l'œdème rétinien, est-ce que la rétine s'est décollée ou est-ce que j'ai un corps étranger qui puisse arriver dans l'œil. Donc dans les traumas, là ici par exemple, vous avez la cornée qui est ouverte avec l'iris qui sort. Là ici, vous avez l'effet Seidel, c'est-à-dire qu'il y a un trou dans la cornée et vous avez de l'UV-reflex qui sort, qui chasse la fluorescence. Vous avez mis une goutte de fluorescence sur votre cornée. Et vous voyez le liquide de l'œil qui sort et qui fait comme une cascade qui évacue la fluorescence qui est sur la surface de votre œil. Ça s'appelle le signe de Seidel. Vous pouvez voir le corps étranger intraoculaire ici et l'hémorragie sous-conjonctivaire. Si un patient se présente avec un ulcère de cornée, alors là, vous avez une goutte de fluorescence, vous avez mis la lumière bleue, vous voyez que toute la partie supérieure de la cornée prend de la fluorescence, c'est-à-dire qu'il y a un creux et que le colorant reste dans le creux. Donc, c'est un ulcère de cornée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soulever la paupière pour chercher est-ce qu'il n'y a pas un corps étranger sous la paupière. Là, il y a une petite graine qui frottait à chaque fois le patient fermait les yeux. Là, d'autres cas de trauma oculaire avec, vous voyez, l'iris qui sort. Ici, vous avez une cataracte et à l'intérieur de l'œil, vous osez imaginer, ça va être un peu l'anarchie. Et il faut les opérer en urgence parce que si vous ne les opérez pas, il va y avoir l'infection. Et si vous les opérez, ils peuvent avoir une minime chance de retrouver une vision. Donc, tout ce qui est traumatisme, interdiction de faire une IRM parce que si vous avez un corps étranger féri dans votre œil qui tourbillonne, vous faites des catastrophes. Pas d'échographie, rien qui puisse appuyer sur votre œil, qui puisse vider votre œil. Et en urgence, il faut faire une antibioprophylaxie. Toujours vérifier la vaccination antitétanique, mettre une coque pour protéger l'œil et l'opérer dans les moins de 6 heures et surveiller bien sûr que tout se passe bien ensuite. Sur ça, il y a des questions ou pas? Sur les quelques questions, donc, quelle pathologie doit-on retenir avec un hypopion? C'est surtout les uveites et les abcès et surtout l'endophthalmie. Les corticoïdes sont contre-indiqués si thérapie HED, mais est-ce le cas aussi quand thérapie sur un zona? Oui. Voilà, ça c'était par rapport à la question sur dans le collège, parce que tu ne donnes pas de BAV dans la dernière version, c'est une désactivation visuelle de surveiller en cas de scléro-uvéite, sclérose ou encore diffusion UVA liée à la sclérie. Comment faire la différence entre synéchie iridocrystallinienne et iridocornéenne à l'examen à l'entapant? Synéchie iridocrystallinienne, vous allez avoir un accolement entre l'iris et le cristallin. Le cristallin est situé donc au centre, donc vous allez avoir ces accolements au centre. Et la cornée, l'accolement se fera plutôt en périphérie, donc synéchie sera en périphérie. En combien de temps se constitue une cataracte traumatique? Cela dépend du traumatisme. Mais si vous avez un traumatisme direct sur le cristallin, de suite, vous aurez la cataracte traumatique. Une cataracte peut-elle être associée à une hypertonie oculaire? Oui, notamment si la cataracte pousse l'iris contre la cornée, il va y avoir une fermeture de l'angle associée. Est-ce qu'on différencie rétracteur de paupières sympathique et releveur de paupières? Oui. On fait un TDM pour corps étranger, un corps oculaire? Oui, c'est très souvent fait. Et photophobie blépharospasme possible dans l'UVI? Oui, blépharospasme, peut-être, mais surtout photophobie. C'est vrai que le blépharospasme, vous allez l'avoir surtout dans tout ce qui est problème de cornée. Parce que dès que vous avez quelque chose sur la cornée, les paupières frottent dessus, vous allez encore plus vouloir fermer. Est-ce qu'il reste 5 minutes ou pas du tout? En gros, donc, dans les paupières, soit vous avez un patient qui va se présenter, vous avez l'impression qu'il a des yeux de fou. En fait, c'est parce qu'il a une rétraction palpébrale supérieure, une exophthalmie, il peut avoir les yeux rouges, et ça, il faut que ça vous évoque un base d'eau. Il y a plusieurs dossiers qui sont tombés sur les bases d'eau. Dans les bases d'eau, il faut faire une IRM pour chercher la myosite, ce qui explique l'exophthalmie et l'infiltration graisseuse, et voir est-ce qu'il y a un risque sur le nerf optique de baisse visuelle. L'entropion, c'est le fait que la paupière rentre à l'intérieur de l'œil. C'est souvent sénile. Là, c'est après la chirurgie, on a remis la paupière dedans, ça évite que les cils frottent. L'ectropion, c'est dans l'autre sens. C'est la paupière qui est versée vers l'extérieur. Si vous avez une blépharite, c'est-à-dire que les paupières fabriquent des larmes et les glandes des paupières s'encrassent. Ils n'arrivent pas à évacuer les larmes. Ça peut être lié à des démodex, ce sont des parasites.
ou de façon très fréquente chez 40% de la population, ou dans des terrains atopiques, ou dans, par exemple, les patients qui, au cas extrême, par exemple, lui, il a un rhinophyme humain, il avait une dépharynite associée. Par exemple, ça c'était un mucène. Et enfin, chalazion. Le chalazion, c'est donc une glande de Mébomus et une glande des paupières qui s'est enkystée et qui fait une grosse boule. Le trait, c'est juste, il faut juste faire un sang de paupière pour drainer le gras, l'évacuer, mettre un antibiotique local. Et si vraiment ça part pas, on fera une petite incision chirurgicale pour drainer le chalazion. Vous pouvez avoir des grains de beauté, des névus sur les paupières. Et si vous avez une perte des cils et que vous avez un aspect totalement irrégulier, il faut penser soit au basocellulaire, soit au spinocellulaire. Et surtout, ça vous fait une étiration de la paupière. Là, vous avez un aspect un peu croûteux de spinocellulaire. Et voilà, en tout cas, là, on s'arrête là parce que c'est l'heure. Dans mon topo, vous pouvez revoir, il y aura des petites choses en plus sur les antipaludéens de synthèse. Et si vous avez des questions, on vous répondra avec grand plaisir à l'écrit pour toutes vos questions. On est là pour vous. Thomas, est-ce qu'il y a un autre intervenant ensuite qui participe ou pas? Allergo. Bon, bah, hop. On a arrêté. J'attends si... Si tu as des questions en attendant. Est-ce que c'est Mélissande qui prend le relais en ergologie? Oui. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup et puis je vous souhaite bon courage à tous et puis on va répondre à vos questions à l'écrit et puis vous avez tout en main pour réussir. Imagine.